Pierre Moscovici, commissaire européen aux affaires économiques et financières, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation donc pour répondre, comme chaque semaine dans Preuve par 3, à 3 grandes questions. Premièrement, l'Union européenne, face à une avalanche de crise, joue aujourd'hui sa dernière chance. C'est vous qui le dites. Alors, peut-elle échapper à l'explosion? Vous nous le direz. Deuxième question, la Commission européenne n'affiche pas le même optimisme, pas tout à fait, que Paris sur la croissance et la baisse du déficit. L'objectif étant d'arriver enfin aux 3% de déficit en 2017. Mais le gouvernement, on le voit, qui signe des chèques, et le chef de l'État qui envisage des baisses d'impôts, joue-t-il avec le feu par manque de sérieux? Vous le direz tout à l'heure à Lucille Malandin de l'agence France-Presse. Enfin, troisième question, François Hollande a convoqué aujourd'hui les mânes de la gauche. C'est le jour anniversaire, le 80e anniversaire du Front populaire. Mais peut-il encore l'incarner quand le sentiment de trahison semble dominer aujourd'hui chez les électeurs de gauche et chez beaucoup d'élus également? Vous répondrez tout à l'heure à Perrine Tarnaud de Public Sénat. Mais première question, donc, Pierre Moscovici, l'Union européenne joue-t-elle sa survie aujourd'hui? Vous parlez de sa dernière chance. Oui, c'est vrai que nous sommes confrontés à un nombre de crises absolument sans précédent. On dit toujours que l'Europe progresse dans les crises, c'est vrai. Enfin, là, vous avez la crise des réfugiés, qui est quand même une crise absolument existentielle. Vous avez la menace terroriste. Vous avez l'attente dans laquelle nous sommes du référendum sur le Brexit. Vous avez la crise grecque qui me mobilise. Je suis, moi, le négociateur pour la Commission européenne d'un accord avec la Grèce que je souhaite parvenir à trouver vraiment dans la semaine qui vient. Le jour qui vient avec de nouvelles incertitudes, donc pour un pays qui, par ailleurs, est frappé par une terrible crise humanitaire avec les réfugiés. Il y a la crise économique, il y a la crise humanitaire, il y a le besoin de conclure ce programme. Et enfin, il y a toujours la crise économique et sociale. Elle n'est plus là. J'ai donné ce matin les prévisions de croissance de printemps de la Commission européenne. Nous sommes dans la 4e année de reprise maintenant. La croissance est installée, le chômage recule, j'imagine qu'on en reparlera. On va en reparler. Les finances publiques s'équilibrent. Mais le risque d'explosion est là. Mais tout de même, les déséquilibres sociaux sont puissants. Et quand vous avez des taux de chômage qui continuent d'être supérieurs à 10% dans la zone euro, évidemment, ça crée une instabilité. Et tout ça débouche sur une menace commune à nos démocraties, du populisme. La montée des extrêmes, et en particulier de l'extrême droite, le repli sur soi. Quand je vois Mme Le Pen avoir comme slogan non à l'Union européenne et oui à la France, je me dis que là on est dans le contresens absolu, parce que la France est au cœur de l'Europe, parce que l'Europe et la France c'est la même chose, parce que l'Europe n'est pas une politique extérieure ou une politique étrangère, et je me dis qu'il y a un défi commun qui est de combattre les populistes, et je me dis aussi, c'est la raison pour laquelle je suis là, qu'il faut que les pro-européens sortent de leur timidité, n'aient pas l'Europe honteuse, aient l'Europe fière, et surtout proposent des solutions, parce qu'aucun des défis que j'ai énoncés n'a de solution européenne. On va rester d'abord sur Marine Le Pen, puisque vous l'évoquez. Et aujourd'hui, c'est assez rare, Angela Merkel s'exprime rarement sur la politique intérieure française. Elle dit qu'elle va s'engager pour lutter contre le Front National. Est-ce que c'est une démarche bienvenue de sa part ? Ça, j'ai pas commenté le fait de savoir si elle est bienvenue ou pas. Ce que je sais, vous avez dénoncé Marine Le Pen, et là vous avez l'allié Angela Merkel. Ce que je sais pour aller souvent à Berlin, c'est à quel point la montée des extrêmes en France, mais aussi maintenant en Allemagne avec l'AfD, angoisse nos amis allemands. Il y a chez eux une mémoire collective, qui est la mémoire des années 30. Il y a sans doute une culpabilité, ou en tout cas le désir que ne recommencent jamais les atroces dérives qui ont amené au nazisme. Et il y a la conviction qu'il faut tout faire par l'Europe pour que jamais on ne retrouve la menace du nationalisme. Et comme disait Mitterrand, le nationalisme, c'est la guerre. Alors comment Angela Merkel peut contribuer à ce combat contre le Front National aujourd'hui, selon vous? En faisant en sorte que l'Europe soit une Europe forte, ancrée dans ses valeurs. Il ne s'agit pas pour elle, j'imagine, de s'immiscer dans le débat politique français. De venir en appui des forces politiques qui luttent contre le FN, c'est ce qu'elle dit. On verra comment elle fait, mais je ne crois pas que ce soit tellement ça. Mais c'est surtout faire en sorte de convaincre à nouveau que l'Europe est la réponse et la solution. Et je pense que si elle fait ça, c'est aussi parce qu'elle voit que les populismes, justement, ne sont pas un privilège, triste privilège français. Elle voit qu'en Autriche, à la présidentielle au premier tour, le candidat de l'extrême droite fait 35%. Elle voit l'AfD monter. Et je pense qu'il est nécessaire, en effet, que les pro-européens agissent. Et pourquoi pas ensemble. Moi, de ce point de vue-là, je ne suis pas totalement choqué, ou je ne suis pas choqué, parce que je pense qu'il y a des valeurs communes que nous devons défendre, il y a des combats européens ou pan-européens, il y a des partis qui sont des partis européens, et il y a des valeurs qui sont des valeurs européennes. Vous n'êtes pas choqué par un combat européen contre le Front National en France, hein? Un combat
européen contre le populisme, dont la forme française et le Front National. Oui, et de la même façon que pour ma part, je surveille de près ce qui se passe dans d'autres pays d'Europe. Si les Britanniques, à la fin du mois de juin, votent la sortie de l'Union européenne, est-ce que là, ça ne va pas être une incroyable opportunité pour Marine Le Pen qui, là, pourrait sans doute faire exploser son fameux plafond de verre? Est-ce que c'est votre crainte? C'est peut-être son rêve. Et votre crainte? Mais je donnais deux réponses à ça. La première, c'est que j'ai le souhait et j'ai la conviction que le Royaume-Uni restera dans une Europe unie. Parce que c'est l'intérêt du Royaume-Uni, parce que c'est l'intérêt de l'Europe, parce que toute autre solution serait perdante pour les uns et perdante pour les autres. Et donc, ça ne se produira pas. La deuxième chose, c'est qu'il n'aura pas échappé à Marine Le Pen, comme à tout le monde, que le Royaume-Uni n'était pas la France. Nous sommes un pays fondateur de l'Union européenne. Nous sommes un pays pour lequel la construction européenne a été construite. C'est bien la réconciliation franco-allemande qui est là. Et nous, enfin, nous sommes un pays cœur de la zone euro. Nous avons non seulement en commun l'Union européenne, la progression des voix du Front National. Nous avons aussi l'euro. Et les Français, dont je vois vraiment avec inquiétude la montée du sentiment eurosceptique chez eux, les Français savent que l'euro les protège et les défend. Et les Français sont attachés, quand on regarde les paramètres, on le voit, attachés à l'euro. Donc Marine Le Pen se trompe. Les Français ne voteront jamais contre l'Europe. Les Français n'iront jamais pour une sortie de l'euro. Ce que nous devons faire, nous les pro-européens, c'est simplement mieux montrer en quoi il y a des solutions européennes qui sont positives pour les citoyens de ce pays. Pierre Moscovici, vous évoquez les vertus et également les valeurs de l'Union. On va parler des migrants. Il y a des mots très durs qui sont prononcés aujourd'hui. Par exemple, Nicolas Hulot, qui s'est dit dans Le Monde écœuré par, je le cite, l'immobilisme crasse de l'Europe face aux milliers de noyés. Qu'est-ce que vous lui répondez ? D'abord qu'il se trompe complètement. Moi, je suis membre de la Commission européenne. Nous nous réunissons tous les mercredis. On se réunira à nouveau demain matin. On aura, par exemple, à traiter d'une question qui est celle des visas pour la Turquie, qui est une des conditions, sans doute, de la bonne application d'un accord avec les Turcs qui permet de limiter les flux de réfugiés. La Commission a proposé... C'est un bon accord. Je pense que c'est un accord nécessaire, qu'il faut faire fonctionner et qui, effectivement, produit déjà de premiers résultats. Mais les fameux visas pour les Turcs, on dit que c'est du chantage. Nous en parlerons demain. C'est du chantage ou pas ? Il faut qu'il y ait des critères objectifs et la Commission est en train de les examiner. Je n'ai pas, moi, à faire ce commentaire. La décision sera prise demain. Et donc, je vous demande un tout petit peu de patience par rapport à ça. On doit être, par rapport à la Turquie, à la fois dans une attitude de coopération nécessaire et aussi dans une attitude de fermeté sur les principes et d'attachement à certaines valeurs. Je pense, par exemple, à la liberté de la presse, qui est totalement inaliénable, inattaquable. J'étais en Turquie il y a une semaine, et je l'ai dit à la presse turque, je l'ai dit à mes amis turcs, mais en même temps, c'est un pays qui est démocratique, avec lequel il faut coopérer, notamment sur cette crise de réfugiés, mais pas seulement, qui est aussi un important partenaire économique. Est-ce que c'est un pays qui a vocation à entrer dans l'Union un jour, pour vous ? C'est un pays candidat à l'Union européenne. Et votre sentiment ? Mon sentiment, c'est que quand on est un candidat, on doit mener la négociation de bonne foi, et que cette question pourrait se poser un jour. Mais quand je dis un jour, c'est dans un jour très longtemps, très loin, très lointain. C'est tout à fait hypothétique. Encore faut-il que toutes les conditions pour cette adhésion soient réunies. Aujourd'hui, à l'évidence, elles ne le sont pas et ne le seront pas de sitôt. Pas de sitôt. Alors, sur cet accord, qui a été conclu entre l'Union... Mais pour autant, il est important que la négociation soit conduite de bonne foi, ce qui veut dire qu'à terme, à 15 ans, à 20 ans, la porte peut être ouverte si nous sommes capables, justement, de dessiner un arc de valeurs, de principes et d'intérêts communs. Dans 15 ou 20 ans. Alors, c'est pas pour demain. C'est pas pour demain, c'est pas de sitôt. Et c'est peut-être d'ailleurs pour jamais. En toute hypothèse, le rapprochement entre l'Europe et la Turquie, le rapprochement et la coopération sont indispensables. Mais vous me demandiez ce que faisait l'Europe sur le réfugié. Oui, mais je voulais vous interroger sur l'accord, parce qu'il est donc très critiqué. Il n'y a pas que l'accord. L'Europe, je veux y insister, a une réponse vraiment globale sur la crise des réfugiés. Nous disons comme Mme Merkel. Et moi, j'approuve son courage sur ce sujet. Je le dis. Je pense qu'elle était confrontée à l'afflux de millions de réfugiés et qu'elle a eu le courage de dire que quand des hommes et des femmes sont menacés dans leur vie par des régimes qui sont des régimes sanguinaires, qui les privent de toute liberté, il faut savoir les accueillir. Moi, quand je suis né, mon père était réfugié. Et donc, l'accueil de réfugiés, oui, ça fait partie des valeurs humaniste de l'Union. Pas de tous les... en brèche aujourd'hui par l'Autriche, par exemple, qui envisage même de supprimer la notion d'asile. Pas de tous les réfugiés.
C'est la raison pour laquelle il est important que des accords comme celui qui est passé avec la Turquie soient mis en place, parce que ça permet justement de dire, voilà, il y a des migrants qui ne doivent pas entrer chez nous, il y a des réfugiés qui doivent entrer chez nous et qui doivent être réalloués. Ensuite, il faut protéger nos frontières et enfin, il faut intégrer ceux qui ont vocation à rester, écoutez, notamment dans le marché du travail. Écoutez le sénateur communiste Michel Billout sur cette question. Il réagit à cet accord donc, qui est entré en vigueur avec la Turquie et qui ferme une route. Si on ferme une route sans régler le problème de fond, qui est qu'aujourd'hui, on a des centaines de milliers de personnes qui fuient la guerre, qui fuient la famine, ils emprunteront d'autres routes, parfois peut-être plus longues et plus dangereuses. On a vu effectivement un nouveau naufrage se produire dans les eaux de la mer Méditerranée, avec 300 km de mer à franchir pour atteindre d'hypothétiques côtes italiennes. Donc effectivement, si l'efficacité de cet accord, c'est de déplacer le problème et de le rendre encore plus dangereux, il y aura sans doute des recommandations de notre part, peut-être pour traiter les choses autrement. Alors il y a des critiques d'ordre humanitaire, mais des critiques de fond également de la part du sénateur Michel Billout, rencontré tout à l'heure par Faustine Saint-Genès, parce qu'une autre route pourrait s'ouvrir demain. Déjà, il est important tout de même que cette route-ci soit maîtrisée, contrôlée, et puis c'est pas seulement ça, parce qu'il y a non seulement un accord où on ferme cette route, mais où aussi on ouvre un autre canal qui est l'accueil de réfugiés qui doivent se réinstaller, être réalloués dans nos pays. Mais là où il a raison, et là où Nicolas Hulot a raison, j'ai dit il a tort de penser que l'Europe n'a pas de réponse, mais il a raison sur un point, c'est que cette réponse doit être humaniste et humanitaire. Ce qui veut dire qu'il faut être capable de protéger nos frontières. Je rappelle une des propositions de la Commission qui verra le jour, la création d'un corps de garde-côte ou de garde-frontière, parce que notre frontière commune doit être protégée. Mais il est important aussi de lutter contre ces modernes négriers, ces hommes qui exploitent la détresse de ceux qui fuient leur pays, qui le font à prix d'or et qui se trouvent la mort en mer. Et donc ça implique aussi que nos forces maritimes soient renforcées. C'est une réponse globale que nous voulons articuler. Également dans l'actualité, l'avenir du traité transatlantique. Vous suivez également ce dossier de près après les révélations hier de Greenpeace qui a un peu percé le voile sur ces négociations très opaques qui durent depuis des années. Eh bien, la France sonne la charge aujourd'hui, vous l'avez noté. C'est non à ce stade pour François Hollande. Et on écoute Matthias Fekl, le secrétaire d'État au commerce extérieur. Eh bien, il dit également la même chose, bien sûr. C'est un accord qui, tel qu'il est aujourd'hui, serait un mauvais accord sur tous les sujets que vous avez indiqués. Et je l'ai déjà dit, j'ai été le seul membre d'un gouvernement dès 2015 à tirer la sonnette d'alarme et à dire ça ne va pas et si les choses continuent comme ça, les négociations doivent s'arrêter. Alors, donc, ces détracteurs dénoncent un traité dangereux parce que donc il va instituer un certain nombre de normes, notamment entre l'Europe et les États-Unis. Est-ce que vous vous inquiétez de la tournure des événements, Pierre Moscovici, avec cette France aujourd'hui qui veut manifestement entraver les négociations? Alors, si vous me donnez 30 secondes. 1. Je considère que le principe d'une négociation commerciale entre les États-Unis et l'Europe ne doit pas être écarté, car cela peut être d'intérêt commun. Un bon TTIP nous permettrait à l'Europe de s'ouvrir les marchés américains et soyons conscients que les marchés américains sont aujourd'hui plus fermés que les marchés européens. Donc je ne dis pas fermons la négociation par principe. Bien sûr. Ensuite, je l'ai dit, il faut que ce soit un bon TTIP. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'accord. Nous avons des négociations qui ne sont pas si opaques que ça d'ailleurs et la Commission veille à ce que tous les États membres soient informés au fur et à mesure de la façon dont les choses se passent. Ni les députés européens, ils se plaignent en tous les cas. Il y a un certain nombre de documents qui sont des documents publics. Et ma collègue, notamment Cécile Malmström, se rend très souvent devant le Parlement européen. Naturellement, il y a une information qui est faite. Mais aujourd'hui, il faut que cette négociation progresse. Et elle n'est pas à un stade qui permette de conclure un accord. Car cela a été dit et par François Hollande et par Matthias Fekl et par d'autres. Nous ne voulons pas d'un accord qui compromettrait nos normes environnementales, qui compromettrait nos normes sanitaires, qui mettrait en cause l'existence de notre agriculture ou qui ne permettrait pas l'accès au marché public. Voilà un certain nombre de conditions. Donc, sur le principe, nous ne nous opposons pas. La négociation doit être conduite de manière extrêmement
extrêmement serré et solide en fonction de nos intérêts stratégiques. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que les États-Unis ne cherchent pas à imposer leur point de vue? Est-ce qu'ils ne cherchent pas, comme disent les détracteurs, à mettre l'Europe sous tutelle? Moi, j'ai pris un petit peu de recul avec certaines passions nationales, et j'imagine que si j'étais américain et que je voyais le document européen, je me dirais, les Européens, ils ont plein de lignes rouges, ils ne veulent pas nous aider, ils ne nous comprennent pas. C'est le propre d'une négociation. Et donc moi, je ne suis pas très choqué par le fait qu'aujourd'hui, les deux parties ne soient pas vraiment en train de se rencontrer. Mais on risque d'affaiblir l'Europe. Ce que je sais, premier point, le pas. principe ne l'écartons pas. Deuxième point, il faut un bon TTIP et il faut beaucoup de conditions. Et troisième point, ces conditions aujourd'hui ne sont pas remplies. La question qui est devant nous, c'est la question du temps. Parce qu'il reste peu de temps pour conclure éventuellement ce TTIP, puisque vous savez que l'administration américaine, celle de Barack Obama, s'achève début novembre. Donc voilà, le compte à rebours est très serré. Et quand le président dit aujourd'hui ce serait non, je suis d'accord, aujourd'hui on n'y est pas. Je vais le dire différemment. Mais il faut en même temps que la négociation se poursuive, que le travail se fasse. En tous les cas, je ne crois pas. Barack Obama, qui est en fin de mandat, vous l'avez rappelé. Mais il faut mener une négociation très serrée, être très conscient de nos intérêts, avec nos propres lignes rouges, très fermes, un bon TTIP ou pas de TTIP. Voilà, c'est avec ces intentions aussi très fermes, parce que Barack Obama a rendu visite à l'Europe il y a quelques jours. Il est allé à Hanovre, en Allemagne, où il a tenu un discours pro-européen qui a marqué. Il a même lancé un appel au sursaut. On l'écoute. Si une Europe unie, pacifique, démocratique, free market Europe begins to doubt itself, et orientée vers l'économie de marché commence à douter d'elle-même, begins to question à remettre en question les progrès réalisés ces dernières décennies, over the last several decades, then we can't expect alors nous ne pouvons espérer que le progrès qui commence tout juste à prendre place dans tellement d'endroits à travers le monde continue. in many places around the world will continue. Est-ce que ce discours vibrant de Barack Obama n'a pas souligné finalement que l'Europe est en panne de dirigeants visionnaires et engagés? C'est ce que j'ai moi-même écrit dans l'Express, dans le commentaire d'un livre de Jacques Delors, ou sur Jacques Delors, avec Jacques Delors. François Hollande, vous attendez de sa part des initiatives fortes. Ça veut dire que vous critiquez aussi François Hollande, alors, son absence. Première chose, je vais y venir après, si vous permettez, première chose, on a besoin de voix fortes, éventuellement venant de l'extérieur, comme celle du président des États-Unis, pour nous rappeler ce qu'est l'Europe. L'Europe, ça n'est pas qu'un marchandage d'intérêts. L'Europe, ce n'est pas un problème. L'Europe, c'est une solution. L'Europe, ce sont des valeurs. Et d'abord, l'Europe, c'est une communauté démocratique et économique qui a été construite pour faire vivre la paix. Et vous savez, quand je regarde la physionomie de ce continent, je vois aujourd'hui la montée des nationalismes. Et le nationalisme est une menace. Souvenons-nous quand même, ayons un peu de mémoire historique sur ce qui s'est passé pendant les années 30. Aujourd'hui, c'est loin derrière et c'est loin devant. Mais ne faisons pas comme s'il n'y avait pas des menaces vraiment existentielles, dramatiques. Quand je parlais de dernière chance de l'Europe, c'est de ça dont je parle. Et donc le président des États-Unis, il a raison de nous rappeler pourquoi nous avons fait l'Europe. Ensuite, c'est vrai que pour que l'Europe avance, il faut une commission qui soit active, celle-ci l'est. Je pense que la commission Juncker est la plus active depuis la commission Delors qui s'était achevée en 1995. Et il faut, c'est vrai, des dirigeants visionnaires et engagés. Et il faut en particulier un tandem franco-allemand qui soit harmonieux, qui soit équilibré et qui aille de l'avant. Et quand je disais que j'attends du président de la République qu'il prenne l'initiative, c'est parce que nous sommes confrontés à une telle série de crises que je pense qu'une parole forte du président est attendue. J'ai cru noter tout à l'heure qu'il avait fait un discours sur la gauche dans lequel il avait annoncé lui-même qu'après le référendum pour ou contre le Brexit, il aurait à parler pour dire quoi? Pour dire quel est le chemin. Quel est le chemin pour l'Europe entière, pour l'Europe avec le Royaume-Uni? C'est à la fois mon souhait et ma conviction, mais aussi le chemin pour la zone euro. Parce que autant je souhaite que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, autant je pense que les pays qui ont en commun l'euro doivent aller plus loin dans leur intégration politique, plus loin dans leur intégration économique. Je souhaite resserrer. Pas resserrer. Le cœur de l'Europe, c'est la zone euro. Et il faut que le cœur de la zone euro soit plus fort, batte plus fort. Aujourd'hui, on a construit une Europe qui est une union monétaire. Il nous manque encore l'union économique et l'union politique. C'est la raison pour laquelle, moi, je propose un ministre de l'économie et des finances de la zone euro.
qui serait membre de la Commission, responsable devant le Parlement européen, avec un budget pour la zone euro qui permette d'investir, lutter contre le chômage, avec un trésor de la zone euro. Il y a beaucoup de propositions à faire. Ce sont toutes les thèses que vous avez exposées directement devant François Hollande hier. Vous l'avez rencontré, vous avez plaidé pour cette option. Je le vois tous les mois. Ouais. C'est un échange qui est à la fois très professionnel. Il est président, je suis commissaire, et très amical. C'était le sujet aussi. On en parle tout le temps. Et il sait ce que je pense. Et je sais aussi qu'il a bien l'intention de faire des propositions, et je crois qu'il les a annoncées tout à l'heure, et elles seront accueillies avec toute l'importance que revêt la parole du président de la République française. Une parole française sur l'Europe, il peut y avoir des paroles françaises, mais c'est forcément la parole du président de la République. Allez, deuxième partie de Preuve par 3, maintenant avec Lucille Malandin de l'agence France-Presse qui va nous rejoindre. Pierre Moscovici, vous répondrez à cette question. Vu de Bruxelles, la France joue-t-elle avec le feu par manque de sérieux, c'est-à-dire en tardant à annoncer de nouvelles mesures d'économie, le déficit à 3% en 2017, eh bien vous le croyez possible, voire probable, comme Bercy, mais c'est peut-être un tropisme franco-français. Autre indication du jour, la Commission se montre moins optimiste que par sur la croissance. L'économiste de l'OFCE, Éric Heyer, rencontré tout à l'heure par Faustine Saint-Geniès, analyse d'ailleurs la situation de l'économie aujourd'hui dans notre pays. L'économie française a bénéficié d'un grand coup de pouce par les éléments extérieurs, prix du pétrole, légère baisse de l'euro, taux d'intérêt bas. Il faut sans doute mener d'autres réformes structurelles pour accélérer l'activité. Et même s'il y a une reprise, on peut considérer qu'elle est trop faible, trop molle pour lutter significativement contre le chômage. Et donc ces réformes-là, c'est sans doute, elles seront menées dans le prochain quinquennat parce qu'il est très difficile, en l'espace d'un an, de mener des réformes qui auront une incidence à court terme. Voilà, donc il donne plutôt rendez-vous au prochain quinquennat, on l'a entendu. Bonsoir Lucille. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Moscovici. Donc vous avez présenté tout à l'heure les prévisions de printemps de la Commission européenne, les prévisions macroéconomiques. Apparemment, à nouveau, la Commission européenne voit la croissance française un petit peu moindre que celle qui est annoncée par le gouvernement. Comment pouvez-vous expliquer cette différence ? D'abord, l'écart est faible. Nous voyons 1,3, le gouvernement français voit 1,5. J'ajoute que nous n'avons pas intégré dans nos chiffres les résultats du premier trimestre, qui sont plutôt un peu meilleurs que ce qu'incorporaient nos propres prévisions. Et s'il y a un bonus, je dirais tant mieux. De toute façon, cette croissance de l'économie française reste légèrement inférieure à la moyenne de la zone euro, qui devrait être de 1,6% pour nous cette année, et de 1,8% l'an prochain. Nous aurions 1,7% pour la France. Donc Paris n'a pas à se vanter. Il ne s'agit pas de se vanter ou de ne pas vanter. Si on pose la question de savoir si ça va mieux, puisque c'est un tube à la mode, je réponds que ça va plutôt mieux. Plutôt mieux. Parce que vous avez d'une part la croissance qui est maintenant repartie, avec une consommation intérieure qui tient bon, avec un investissement qui repart, et on attend sans doute le zeste de confiance supplémentaire. Vous avez des finances publiques dont la situation s'améliore, on y reviendra j'imagine, mais oui, je pense tout à fait jouable, à condition que les finances publiques soient maîtrisées et que les engagements pris soient respectés. Je pense jouable de passer en deça de 3% en 2017. Enfin, troisième chose, permettez que je l'évoque, parce que c'est tout à fait important. Je crois que le chômage devrait reculer en 2016 de 10,4% du PIB à 10,2% du PIB. C'est ce que dit la Commission. Et donc, je parle de la prévision de la Commission. La Commission, aujourd'hui, dans ses prévisions... il y a une amélioration qui ne permettra pas de résoudre tous les problèmes de la société française, notamment sur le chômage. On attend sans doute plus, et il faudra continuer. Mais enfin, quand des bonnes nouvelles arrivent, il ne faut pas, je pense, les négliger. Non, mais la Commission, aujourd'hui, dans ses prévisions, ne prévoit pas que la France passera sous la barre des fameux 3%. C'est vous, je vous rappelle, la Commission, c'est vous. C'est quand même merci, vous, Michel. vous participez. Non, je ne participe pas. Je suis le responsable à la Commission des prévisions et aussi de la surveillance. Donc vous estimez que le déficit de la France ne descendra pas en dessous de 3%. Non, je vais vous expliquer ça. On va tous devenir schizophrènes. Non, mais je ne suis pas du tout schizophrène. Pas du tout. Je suis commissaire et totalement commissaire. Je suis par ailleurs français et totalement français. Mais vous êtes ancien ministre de l'économie et des finances. Je ne peux pas me permettre, et je ne me permets pas, la moindre complaisance à l'égard de mon pays. Car si c'était le cas, la crédibilité de mon institution, la Commission européenne, et la mienne serait immédiatement atteinte. Donc, je vous explique techniquement le hiatus. Techniquement, vous devriez être très inquiet aujourd'hui. Je vais vous expliquer.
Avec les dépenses nouvelles qu'on annonce. Allez, c'est à vous. Deux points. Premièrement, nous donnons 3,2% à politique inchangée, comme on dit, en 2017. À politique inchangée. Ça veut dire que c'est en ne comptant sur aucun effort fait dans le budget 2017. Attendez, une seconde. Permettez-moi. Vous-même, quand vous étiez ministre des Finances... On ne va pas y arriver si vous m'interrompez, parce que je voudrais expliquer quelque chose. Deuxième point, ensuite, Lucile a un argument à faire valoir. Je vais un peu plus loin. Il se trouve que chaque année, la situation des finances publiques françaises à la fin de l'année est de 0,3 à 0,4 points meilleure que ce que dit la Commission. Faites le calcul vous-même, 3,2 moins 0,3 ou 0,4, ça arrive à 2,9 ou 2,8. Par ailleurs, nous allons examiner en 2017, plutôt en 2016, le projet de budget pour 2017 de la France, et nous demanderons, vous avez déjà eu avec beaucoup de fermeté, que les engagements qui ont été pris dans le pacte de stabilité soient tenus, c'est-à-dire que ce budget, de manière crédible, montre quel est le chemin qui nous amène en dessous de 3%. Et ce que je dis, ce n'est pas « on va y arriver », je ne suis pas français à ce point, et je ne suis pas schizophrène du tout. Je dis que si il y a des efforts, je dis que si les finances publiques sont sérieuses, je dis que si les dépenses supplémentaires sont équilibrées, avec des si. Et je dis que si les baisses d'impôts éventuelles, car le président de la République n'a pas été affirmatif, sont financées, dans ces conditions-là, oui, passer de 3,2 à en dessous de 3%, c'est jouable. Et quand je m'exprime ainsi, ce n'est pas ma parole personnelle, c'est la parole de la Commission. Et là-dessus, je ne veux pas qu'il y ait de suspicion. Je ne suis pas une sorte comme ça de Français transposé à Bruxelles. Je suis le commissaire chargé des affaires économiques et financières, par ailleurs français. Dans ces cas-là, et quand je vous dis que c'est jouable, c'est ce que pour la Commission, elle ne pense pas que c'est certain, elle ne pense pas que c'est fait, elle pense que c'est jouable si la France est sérieuse. Et nous demanderons à la France d'être Elle est sérieuse aujourd'hui, la France. Quand vous étiez vous-même... Quand je regarde le chemin qui est parcouru... Non, mais là, sur les décisions, là, quand on signe des chèques, là, tous les jours. Encore une fois, ces chèques... Vous savez, quand je suis devenu ministre des Finances, j'avais dit à mon prédécesseur commissaire, la Commission fixe les fins, nous fixons les moyens. Je n'ai pas à expliquer à François Hollande ou à Michel Sapin ou à Manuel Valls les choix qu'ils doivent faire. En revanche, ce que je dois faire moi, c'est leur rappeler qu'il y a des règles communes et que s'il y a des dépenses supplémentaires, il devra y avoir des économies correspondantes. S'il y a des baisses d'impôts, elles devront être financées. Voilà, et ça, je le rappelle. Alors, j'ai plusieurs questions, évidemment. Quand vous étiez vous-même ministre des Finances, vous vous plaigniez beaucoup à chaque fois qu'il y avait les prévisions de printemps et d'automne de la Commission européenne, que justement la Commission européenne ne tienne pas compte des réformes qui allaient être faites et passer son temps à finalement taper sur les doigts des États membres et notamment de la France en disant « vous n'arriverez pas à vos 3% en 2017 comme promis ». Comment expliquez-vous aujourd'hui que, passer de l'autre côté du miroir, vous faites un peu la même chose, car le message qui est passé aujourd'hui par la Commission européenne, c'est on n'arrivera pas à 3% en 2017. Dans un premier temps, vous me reprochez d'être trop indulgent, maintenant vous me reprochez d'être trop sévère. Moi, je ne vous reproche rien. Je n'ai pas changé. Et c'est en ceci que je ne suis pas du tout schizophrène. J'ai toujours pensé que nous étions, nous, la France, je suis français, dans un espace européen que nous avons choisi, avec des règles qui ont été votées par les parlements et que nous devons appliquer. Et ce que je demande, c'est que ce soit fait de manière convenable. Autrement dit, ça n'est pas à la Commission d'entrer dans le détail de la machine et de dire vous devez faire ci, vous devez faire ça. Ça, c'est insupportable. Et si on veut que Marine Le Pen finisse par gagner, faisons le budget de la France à Bruxelles. Est-ce que c'est pas ça l'image qu'elle donne ? Est-ce que c'est pas ça l'image qu'elle donne aujourd'hui en disant on n'arrivera pas aux 3% ? D'abord, encore une fois, que dit-elle ? Elle dit à politique inchangée, nous sommes à 3,2, avec des efforts supplémentaires, nous serons aisément en dessous de 3%. Alors, aisément, à condition que ces efforts soient vrais. Et donc, encore une fois, quand je suis dans mon rôle, je rappelle la règle, je rappelle les engagements de la France, je demande à la France de tenir les engagements de son programme de stabilité, et si cela se fait, c'est tant mieux, nous nous rencontrerons. Alors, les fins communes, c'est-à-dire les 3%, et les règles communes seront respectées, et les moyens ont été choisis par le gouvernement français. Il aura fait les dépenses qu'il veut, il aura fait les baisses d'impôts qu'il veut, mais il les aura financées. Et donc, c'est bien les baisses qu'il peut. D'accord. Est-ce que vous redoutez que le gouvernement, il y a une pression d'une partie de sa majorité, renonce à la dernière tranche du pacte de responsabilité qui profite aux entreprises ? Là, il y aurait des économies. Vous ne voulez pas vous prononcer ? Je n'ai pas à me prononcer là-dessus. Ce que je peux dire simplement, c'est que ce qui est important, c'est que la France conserve sa compétitivité. Et je peux aller plus loin, là, pour le coup, à titre personnel. Je pense que quand on a mis en place le pacte de responsabilité, nous partions d'une analyse de la compétitivité française qui était trop faible et qu'une politique pro-entreprise
dans ce pays est une politique nécessaire pour permettre que la confiance reparte et que l'investissement reparte. Et donc, je pense qu'il faut autant que possible tenir ces engagements-là. Pourquoi ? Parce que ce sont les entreprises qui créent de la valeur ajoutée, ce sont les entreprises qui créent de l'emploi, ce sont les entreprises qui créent de la richesse. Ça ne veut pas dire que ça doit être fait sans contrepartie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'assurer de ce que deviennent ces milliards d'euros, mais encore une fois, une politique pro-compétitivité, elle était nécessaire en 2012, elle reste nécessaire en 2016. Voilà, c'est clair. Hein, voilà. Alors écoutez Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite, il veut, dit-il, baisser lui les dépenses de 90 milliards d'euros. Hein, certains candidats de droite mettent le curseur beaucoup plus haut lors du prochain quinquennat, et il plaide pour la stabilité fiscale. Les entrepreneurs ont été tellement échaudés, nos partenaires étrangers ont été tellement échaudés par les changements permanents de cap de la vie politique française qu'il faut leur donner une garantie absolue de stabilité de notre fiscalité. J'inscrirai le principe de stabilité fiscale dans la Constitution. Et j'ai déposé en 2012, avec mon amie Valérie Pécresse, une proposition de loi en ce sens que je reprendrai si j'étais élu président de la République en 2017. Il a été ministre, non, avant 2012 ? Je ne sais pas. Non, mais on verra ce que choisissent les Français. On se dit toujours que, franchement, demain sera différent d'hier. Monsieur le maire évoque la stabilité fiscale. François Hollande, tout à l'heure, a donc laissé entendre qu'il pourrait y avoir, si c'était possible, une nouvelle baisse d'impôts. Ce serait la 4e depuis le début de son quinquennat. Vous avez bien connu l'époque du ras-le-bol fiscal, puisque vous étiez à Bercy à ce moment-là. Vous en aviez même vous-même fait mention. Sur les critiques de vos amis. Absolument. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle baisse d'impôts est raisonnable, et est-ce que vous pensez globalement que toutes ces différentes annonces qui ont été faites depuis janvier, y compris aujourd'hui même une augmentation pour les professeurs des écoles qui doit être faite par Valls et qui est assez conséquente, est-ce que ça ne ressemble pas à des cadeaux préélectoraux comme encore évidemment une fois, dénonce je n'ai à me l'opposition. prononcer ni sur les dépenses, ni sur les baisses d'impôts. Ça, c'est des choix politiques qui sont des choix nationaux. La seule chose qui m'importe à moi, c'est qu'au final, cette politique soit équilibrée et qu'elle permette de respecter nos règles et de venir en deçà de 3%. Mais puisque vous avez évoqué le ras-le-bol fiscal, je me souviens en effet que quand j'ai dit que les Français éprouvaient un sentiment de ras-le-bol fiscal, c'était à l'été 2013, j'ai été critiqué. J'ai été critiqué par certains de mes amis politiques, comme quoi l'impôt c'était formidable, c'est nécessaire au service public. Je le pense toujours. Il faut des impôts pour financer les services publics. En même temps, une bonne fiscalité. Je suis aussi commissaire à la fiscalité. C'est une fiscalité qui est simple, et c'est une fiscalité donc compréhensible par les citoyens, c'est une fiscalité qui n'est pas confiscatoire, et c'est enfin une fiscalité qui est favorable à la compétitivité, parce que c'est ce qu'il faut pour l'emploi. Comme disait Turgot, ou le regretté Edgar Faure, que vous connaissez comme moi, Michel Grossior, étant originaire d'une région que je connais, c'est un grand tort que d'avoir raison trop tôt. Mais le fait de continuer à baisser les impôts dans un pays où les prélèvements obligatoires sont à un taux un des plus importants de l'Union européenne ne me paraît pas criminel ou fautif, dès lors que, encore une fois, tout cela est mené dans le temps de manière raisonnable et financé. Alors l'autre point pour soutenir la croissance, c'est bien sûr les réformes de structure qui sont réclamées également par Bruxelles, Lucille, et on en parle aujourd'hui à Paris, plus que jamais. La loi El Khomri, la loi sur le travail, la réforme du Code du travail, est-ce que vous comprenez les débats qui sont nés autour de cette loi ? Est-ce que vous comprenez les différentes modifications qui ont été faites ? Oui, bien sûr, je les comprends. Je n'ai plus à me prononcer là-dessus, n'étant ni membre du gouvernement, ni parlementaire. Je voudrais faire là aussi quelques réflexions, j'allais dire de bon sens, je crois. Pour la France, une réforme du marché du travail est absolument indispensable. Quand le marché du travail est rigide, quand on ne peut ni y entrer, ni en sortir, on se trouve devant ce qu'on appelle un marché du travail d'insider qui est bloqué et le chômage ne recule pas. C'est la raison pour laquelle tous les pays qui ont fait des réformes du marché du travail voient leur chômage baisser de manière importante, je l'ai souligné ce matin, et tous les pays qui n'en ont pas fait sont dans des conditions beaucoup plus serrées en termes de réduction du chômage. Et si on veut baisser le chômage, il faut une réforme du marché du travail. Deuxième chose... Est-ce qu'on va baisser le chômage avec cette réforme ? Pour vous dire que je comprends les débats qui ont été posés, la Commission n'est pas une commission ultra-libérale qui propose de tout déréguler. Nous disons flexi-sécurité. Ça veut dire de la flexibilité, mais aussi de la sécurité, et notamment la protection des travailleurs par rapport aux dégâts du chômage, et il faut veiller à cela dans toute négociation ou dans toute discussion parlementaire. Enfin, il est toujours mieux
qu'une réforme soit acceptée par des partenaires sociaux, soutenue par des partenaires sociaux. Pour le reste, c'est maintenant la discussion parlementaire de trouver son équilibre. Ce que je souhaite, c'est qu'en toute hypothèse, cette discussion parlementaire, comme l'a dit le Premier ministre, aille à son terme, parce qu'une réforme du marché du travail, je n'ai pas à me prononcer sur le point final, est un signal très attendu à la fois par les partenaires économiques et par les partenaires européens. Alors, deux questions. Plus elle est ambitieuse, plus elle permet de répondre aux différents critères que j'ai évoqués, plus elle est capable de permettre des entrées sur le marché du travail, meilleure elle sera. Deux questions liées à l'actualité, Lucille. La première d'ailleurs liée à ce qu'on vient d'évoquer, la contestation de la loi travail qui est fustigée dans la rue comme une régression sociale sur la radicalisation avec son lot de violence. Écoutez ce que dit Olivier Besancenot. C'est pour ça que mon problème, c'est pas tant les forces de l'ordre. Mon vrai problème, il est politique. C'est la stratégie du gouvernement. Je crois qu'il y a une tentative de stigmatiser, de diviser le mouvement et puis de faire peur aux gens, alors qu'on est encore très nombreux parce que le mouvement tient. Une tentative de faire peur aux gens ? Qu'est-ce que... Je ne vois même pas de quoi il s'agit. Enfin, pour le coup, je suis un Français qui travaille à Bruxelles, qui est complètement engagé dans mon activité, mais je suis aussi un citoyen français. Quand je vois les casseurs, je me mets à la place des Français, dont je suis un Français, et je me dis que c'est absolument inacceptable et qu'il n'y a qu'une attitude par rapport aux casseurs, c'est la fermeté, une fermeté respectueuse des droits fondamentaux, notamment des droits de manifester. Il ne faut pas confondre les manifestants et les casseurs. Je trouve que l'attitude de Bernard Cazeneuve, en l'occurrence, est l'attitude juste, de permettre qu'on manifeste, de permettre qu'on s'exprime, mais aussi d'être sans aucune forme d'indulgence avec ceux qui cassent. Et parce qu'ils cassent aussi la confiance qu'on peut avoir dans le modèle républicain. La sécurité, ça fait partie des droits fondamentaux. Autre question dans l'actualité, c'est le salaire du PDG de Renault, toujours au cœur des polémiques. Il a été augmenté malgré le vote des actionnaires. Le président du MEDEF, Pierre Gattaz, se dit gêné. Et tout à l'heure, Emmanuel Macron a envisagé une loi. Moi, j'ai pas de problème, je dirais, avec le montant. J'ai un petit problème avec le fait que les actionnaires ont voté contre, je dirais, les conditions de cette rémunération et que quelques 10 minutes ou un quart d'heure après, le conseil d'administration entérine quand même la rémunération. Donc là, c'est vrai que je suis un peu gêné par la procédure qui consiste à s'asseoir un peu sur l'avis des actionnaires. Quand, justement, des dirigeants d'entreprise, aujourd'hui, ne prennent pas leurs responsabilités, quand des gouvernances sont défaillantes, parce qu'elles pensent que tout est permis et qu'il n'y a plus de comportement en responsabilité, en éthique, on est obligé de rouvrir des sujets comme celui de la loi. Je suis d'accord avec ce que dit Emmanuel Macron. Quand j'étais moi-même ministre de l'économie et des Finances, la question s'était posée de savoir s'il fallait ou pas légiférer. Et nous étions interrogés fortement, et j'avais dit à l'époque qu'il fallait une autorégulation exigeante, c'est-à-dire l'application d'un certain nombre de codes, de règles prévus par le MEDEF, et que si cela ne fonctionnait pas, il faudrait légiférer. Et donc, il revient au gouvernement français de voir maintenant si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Je note que le président du MEDEF lui-même se déclare gêné, ce qui veut dire que les règles ne sont pas parfaitement satisfaisantes. Il est souhaitable qu'on arrive à trouver un bon équilibre dans le cadre des règles existantes. Si ça n'est pas le cas, alors oui, sans doute faudrait-il modifier les règles. Merci beaucoup, Lucille. Troisième partie de Preuve par 3, maintenant avec Perrine Tarnaud de Public Sénat qui arrive pour évoquer avec vous la situation politique de François Hollande. François Hollande qui a convoqué aujourd'hui les mannes de la gauche en ce 80e anniversaire du Front populaire, je le disais tout à l'heure, mais peut-il encore l'incarner quand le sentiment de trahison semble dominer les électeurs de votre camp? On écoute d'abord le chef de l'État tout à l'heure à la mi-journée. Il s'inscrit dans le grand mouvement de la gauche au pouvoir. L'œuvre transformatrice est impressionnante. Et elle n'est d'ailleurs pas autant discutée qu'il y paraît. La preuve, c'est qu'une grande partie de ce qui a été fait dans cette histoire n'a jamais été défait. Et puis, il y a une donnée qui unit l'ensemble de ces périodes, pourtant dans des circonstances très différentes, c'est que jamais la gauche n'a été appelée à la direction du pays sans qu'il ait été lui-même saisi de grandes difficultés, intérieures ou extérieures, et parfois par les deux. Bonsoir Perrine Tarnaud. Bonsoir Michel. Alors bonsoir. vos questions à Pierre Moscovici, qui je le rappelle a rencontré François Hollande hier. Qui reste un homme de gauche. Et qui reste un homme de gauche. Justement, est-ce que invoquer donc le Front populaire, c'est se donner un peu une caution de gauche pour François Hollande?
Au moment où on l'accuse de trahison. C'est surtout rappeler quelque chose d'historique, c'est-à-dire que nous sommes au 80e anniversaire de la première expérience de gauche à laquelle ont participé les socialistes dans ce pays, et qu'il y a des leçons à retenir. La première leçon, elle est très simple, c'est que, hors de l'unité de la gauche, il n'y a pas d'accès au pouvoir. La deuxième leçon, c'est qu'il faut aussi une cohérence intellectuelle et idéologique qui tienne compte des leçons du réel, car sinon on se fracasse sur ce mur qui a été le mur de l'argent à l'époque et qui est le mur de la réalité. Et chaque fois que la gauche a fait des réformes, elles sont restées. Mais chaque fois que la gauche a voulu faire des réformes qui se heurtaient au réel, à ce moment-là, elle était obligée de reculer. Et donc, il faut éviter de se renier. Ça, c'est la troisième leçon. On a besoin... On a besoin, c'est la logique social-démocrate, d'un réformisme qui soit ancré dans le réel, d'un réformisme qui soit également européen. Mais d'un réformisme qui n'est pas compris par tous vos amis du Parti socialiste. C'est ça le problème aujourd'hui. Sans doute. Mais c'est aussi... Les accusations sont quand même très graves. On parle de trahison, on parle de renoncement aux valeurs de gauche. Je ne sais pas qui dit cela. Je pense. Si, on va vous le dire. Vous allez me le dire parce que je suis moins ça qu'avant. Vous les connaissez mieux que nous. Ce sont vos amis. J'ai ce grand privilège de ne pas être tous les jours dans les débats du Parti socialiste. Est-ce que les fondeurs sont les fossoyeurs de ce quinquennat, Pierre Moscovici? Écoutez, non. Ceux qui ils expriment des opinions, ils ne votent pas les textes, ce qui est compliqué pour une majorité. En même temps, ils ne représentent pas l'immense majorité des socialistes et des sociodémocrates. Ce quinquennat est un quinquennat dont il appartient au président de la République de démontrer qu'il a été utile, et puis ensuite, on verra comment cela se porte dans la campagne électorale. Mais les accusations, son directeur de campagne en 2012, donc vous vous souvenez bien des promesses de campagne de 2012. Il me semble, je m'exprime à titre personnel, que les accusations de trahison ou de renoncement sont sans fondement, et que ce n'est pas une façon, au sein de la gauche, de mener le débat. Non. Et vous ne comprenez pas que certains puissent être heurtés du fait que François Hollande se soit éloigné à ce point, par exemple, du discours du Bourget, on le cite souvent, de proposer parfois des lois finalement qui satisfont plus la droite que la gauche. La loi travail, par exemple, au départ, elle a quand même plus été applaudie sur les bancs de la droite, plus applaudie par le patronat. Comprenez-moi, moi là je suis dans une position un peu inconfortable, parce que je suis commissaire européen. Je ne peux me faire ni le critique, ni l'avocat de François Hollande. Dans vos avis, mais je n'ai pas envie, et je ne le peux pas. Je dirais simplement ce que je crois sur le plan des principes. Je pense qu'une gauche de transformation, qu'une gauche de réforme, qu'une gauche du réel, qu'une gauche européenne, qu'une gauche social-démocrate, qu'une gauche rénovée, eh bien, l'avenir pour cette famille politique, qu'elle a besoin de rester elle-même, qu'elle a besoin de rester authentique, qu'elle a besoin de rester fidèle à ses valeurs, qu'elle a besoin aussi de tenir compte du réel. Est-ce que cela s'est passé pendant ces 5 ans? Je pense que honnêtement, il y a eu une tentative sincère pour le faire avec de vrais résultats, avec de vraies réformes, qu'il y a sans doute eu aussi des choses qui n'ont pas fonctionné, qu'il faut faire cet examen. Par exemple le Premier ministre a donné un certain nombre d'exemples, je pourrais en donner d'autres, le président de la République en a donné, mais ce n'est pas à moi de le faire, encore une fois. Mais est-ce qu'on est à l'heure du bilan? C'est vrai que Manuel Valls a pointé un certain nombre d'erreurs dans une interview récente. Vous savez, une campagne électorale et une approche, c'est ce moment privilégié où il y a cette rencontre avec le pays, ce grand débat, où il y a d'une part le bilan, et il est nécessaire. Il a déjà commencé. Il doit être fait à la fois par ceux qui critiquent le chef de l'État et la majorité, c'est l'opposition, mais aussi par le chef d'État et par la majorité lui-même. Et je crois comprendre que François Hollande réfléchit aussi lui-même à ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et puis il y a aussi, et c'est une deuxième dimension qui est essentielle, c'est la dimension du projet. Il va faire son inventaire avant même la fin du quinquennat? Ou à la fin du quinquennat? Je n'ai pas la sensation, quand je rencontre François Hollande, de trouver quelqu'un ni d'abattu, il ne l'est pas. C'est un homme combatif, il l'a toujours été, il sait ce que c'est que la politique, il a de l'expérience, il a du métier, il a beaucoup de sang-froid. Mais ce n'est pas non plus un homme autosatisfait. Je pense qu'il est aussi capable, lui-même, de se dire, voilà, ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Et s'il était candidat, il sait sans doute que le projet devrait être à la fois le prolongement de ce qui a été fait et aussi sans doute
un peu différent. Ça, c'est le propre d'un bon politique. Et je pense qu'en toute hypothèse, on peut lui faire beaucoup de critiques. Là, vous nous donnez des indications précieuses sur ce qui se prépare. Oui. Non, parce que mais vous l'avez rencontré. Je dis simplement quelle est mon impression par rapport à un homme que je n'ai pas vu seulement hier. D'accord, mais là, bon, c'est un homme que je connais bien depuis 35 ans. J'ai été effectivement le directeur de sa campagne présidentielle. Je ne suis pas son porte-parole. Je ne sais pas quelles sont ses intentions. Non, mais vous le pour connaissez 2017, bien, c'est important. Mais mon sentiment, c'est que c'est un homme qui est combatif, qui est fier de ce qu'il a fait et qui est aussi un homme lucide. Et qui sera un bon candidat. Je ne sais pas. Ah, ça, vous ne savez. Alors, dans tous les cas, vous dites, on verra comment les choses tournent pendant la campagne électorale. En revanche, je vais vous donner une autre impression. Allez-y. Comme ça, on est sous la Ve République. La logique, elle s'est toujours appliquée. Et que le président de la République sortant se représente, à la fois pour défendre son bilan et pour porter un nouveau projet. Ça ne marche pas toujours. Mais ils n'ont pas toujours été réélus. a beaucoup évolué, notamment à cause du quinquennat. Je pense que la logique, tout de même, c'est aussi de se donner du temps et que justement, parce qu'il y a le quinquennat, pourquoi a-t-il été fait? On pouvait se dire 2 fois 7 ans, c'est trop. Et d'ailleurs, à part François Mitterrand, personne n'a fait 2 fois 7 ans. Et les dernières années de Mitterrand ont été des années compliquées. Et donc on s'est dit, le quinquennat, pourquoi? Parce qu'on peut faire 2 fois 5 ans. C'est en gros le rythme qui existe dans nos démocraties. Donc l'existence du quinquennat va plutôt renforcer l'idée de candidature d'un homme à la présidence de la République, et c'est ce qui s'est toujours passé. Que le président... Encore une fois, je ne fais qu'une observation historique qui me paraît cohérente avec le fonctionnement de nos institutions. Sortant est le candidat naturel de son camp, mais alors ce qui je est n'ai quand pas même... parlé de naturel, je dis simplement que l'expérience historique oblige... Ce qui est nouveau, c'est qu'un président élu arrive en si mauvaise posture à un nouveau scrutin. Et la jeunesse tourne aussi le dos à François Hollande. C'est un sondage qu'on lit dans Le Monde ce soir, un sondage de l'IFOP. Et la rupture semble irréversible. Marie-Noëlle Lienemann, opposante interne, candidate à une hypothétique primaire de la gauche, réagit et commente. La gauche n'est pas au rendez-vous des attentes des gens, eh ben les gens s'en écartent. C'est vrai des couches populaires, des ouvriers, du monde du travail. Ça devient vrai pour la jeunesse. Oui, c'est catastrophique. Oui, il faut un sursaut. Il faut que la gauche retrouve ses fondamentaux et soit en même temps une gauche contemporaine qui aborde des sujets d'aujourd'hui sans renoncement. Sans renoncement, dit-elle. J'ai aucune intention de débattre avec Marie-Noëlle. Non, mais est-ce que vous J'ai jamais beaucoup aimé ça. Je ne vais pas commencer maintenant. Mais est-ce que vous estimez, comme Manuel Valls, qu'il y a aujourd'hui 2 gauches irréconciliables? Non. Je pense qu'il y a des gauches qui aujourd'hui ont beaucoup de points d'écart. Il y a d'une part une gauche qui est en effet ancrée dans le réel, une gauche réformiste, une gauche européenne, et une gauche plus radicale qui parfois fait à l'autre le procès en renoncement que vous évoquez. Mais non, elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas être irréconciliables. Ah bon? Leur dialogue est difficile, mais comme je le rappelais, on parle du Front populaire. Il y a un talisman qui est vraiment indispensable dans l'existence de la gauche, c'est l'unité. Si les gauches sont irréconciliables, alors il n'y a plus de capacité pour la gauche à accéder au pouvoir. L'unité, mais on n'arrête pas d'entendre des socialistes traiter les uns les autres. Nous avons aussi un système qui favorise cela, c'est le système de l'élection à 2 tours en France, avec un mode de scrutin qui n'est pas la proportionnelle. On peut ne pas le critiquer. Dans la proportionnelle, on n'a pas ce talisman d'unité, on n'a pas le même fonctionnement, on peut avoir une plus grande fragmentation, on peut avoir des alliances qui sont plus improbables. Certains attendent depuis tellement de temps qu'il y ait un centre qui se constitue, un gouvernement au centre. C'était l'idée de Valéry Giscard d'Estaing. D'autres craignent. Certains aujourd'hui essayent cette recomposition politique. D'autres pourraient craindre qu'on revienne ainsi aux combinaisons, aux délices de la 4e Perrine République. se saisit de la perche que vous tendez. De la perche que vous tendez, effectivement, sur la recomposition politique, ni de gauche ni de droite. C'est un peu le leitmotiv du mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. Qu'en pensez-vous? Moi, je l'ai dit, un homme de gauche, et je ne crois pas que l'atténuation, l'affaiblissement ou la fin du clivage gauche-droite soit un progrès pour la démocratie. On a besoin de capacités d'alternance. En même temps, ce que je sais, c'est qu'il faut aussi être capable de travailler ensemble, que la politique, c'est pas une guerre civile. Je suis commissaire européen. À la Commission européenne, nous sommes une instance politique. Il y a 28 commissaires, 14 sont des conservateurs, 8 sont des socialistes, 5 sont des libéraux, et il y a un Britannique qui, par ailleurs, est conservateur, mais pas de la même famille que les autres. Et on trouve des accords tous les jours. Mais attention, quand on est dans une coalition, et ça existe, une coalition, ça existe aussi en Allemagne, la coalition n'est jamais quelque chose qui précède l'élection.
elle peut lui succéder. Et une coalition n'est pas quelque chose d'harmonieux où tout s'affadit et où tout se confond. C'est pas ça, c'est un combat. Vous parliez tout à l'heure de Mme Merkel. Mme Merkel a un gouvernement de coalition. Ils ont une charte de coalition. Les gens de la CDU ne se reconnaissent pas dans ce que dit le SPD. Les gens du SPD ne se reconnaissent pas dans ce que dit la CDU. Et donc, tous les jours, ils s'ajustent, ils s'affrontent. La coalition, elle peut être obligée. Si d'aventure Mme Le Pen était au deuxième tour en 2017, certains sondages, beaucoup de sondages en réalité le disent, alors à ce moment-là, il serait compliqué pour ceux qui auraient élu un président au deuxième tour de dire on s'ignore. Mais ce serait le résultat de l'élection. Et ce serait forcément un combat. Ça ne peut pas être une confusion qui précède l'élection. C'est en tout cas... C'est une hypothèse envisagée. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Manuel Valls dit aussi un peu les mêmes choses que son ministre sur ce thème-là. Je ne veux pas les départager, mais ils ne disent pas tout à fait la même chose. Même Jean-Christophe Cambadélis parle de dépasser les partis politiques. Ils ne disent pas la même chose. Ils ne disent pas la même chose. Non, ils ne disent pas la même chose, parce que l'un dit, voilà, ni droite ni gauche, on fait quelque chose avant, c'est le sens de son mouvement. L'autre dit, je suis de gauche et je peux être amené à travailler avec d'autres dans le cadre d'une coalition, ce qui est déjà plus classique. Et certains appellent, comme Jean-Christophe Cambadélis, à dépasser aussi les partis politiques. En toute hypothèse, ce qui est important, et ça c'est ma position constante, c'est que la gauche se rénove. Il y a évidemment une insatisfaction par rapport à la gauche en France. Il y a un besoin de modernisation, il y a besoin de théoriser. Emmanuel Macron, il incarne cette modernisation. Il y a besoin de théoriser ce qui a été fait. Il y a un besoin de conceptualiser, il y a un besoin d'avancer dans la gauche par rapport à l'Europe, d'être enfin complètement européen et de construire également une Europe qui soit davantage marquée par les idées de la gauche, de faire des propositions social-démocrates. J'y travaille, moi, avec Martin Schulz, le président du Parlement européen, avec Matteo Renzi. Et donc, voilà, je crois plus que notre avenir, c'est la modernisation de la gauche, la refondation de la gauche, la rénovation de la gauche, que l'affadissement de la gauche ou la fin de la gauche. C'est François Hollande qui l'incarne. Ça, on verra. Je sais pas, c'est pas à moi de le dire. Je dis simplement que quand je vois le président de la République, je vois un homme combatif. Et optimiste. Quand vous entendez Nicolas Sarkozy dire de toute façon, il y aura alternance, c'est inévitable en 2017, il se trompe, vous qui avez eu des mots très durs pour l'ancien président de la République. Hein, il y aura alternance un jour. C'est ce qui fait le propre de démocratie. Mais François Hollande, lui, lui répond que l'alternance n'est pas inévitable. On verra. Et on verra qui sera candidat en 2017 pour la gauche et pour la droite. Nicolas Sarkozy, on verra aussi si l'alternance existe au sein des Républicains. D'accord. Vous aimeriez que le match soit rejoué en 2017 ? Franchement, c'est pas à moi de choisir. Il y a des instances qui sont prévues pour ça. Il y aura des primaires de la droite. Elles seront passionnantes. Mais finalement, vous êtes membre de la commission. Elles seront passionnantes. Et il y aura à gauche une modalité de sélection du choix du candidat. Vous êtes membre de la Commission européenne, vous l'avez rappelé, qui prône des efforts budgétaires, des réformes de structure. Votre candidat, c'est le candidat de droite. J'ai pas du tout l'impression d'être devenu un homme de droite en étant à la Commission européenne. Tout à l'heure, par exemple, on parlait des déficits. La Commission européenne, et j'en ai fait la proposition, a une approche qui introduit des flexibilités dans le pacte de stabilité et de croissance, qui prend donc mieux en compte l'investissement, les réformes structurelles, ou encore les efforts faits pour la sécurité ou pour l'accueil des réfugiés. Non, moi, je suis un commissaire de gauche qui bâtit des compromis avec d'autres qui le sont moins. J'accepte les compromis, mais j'essaie toujours de les pousser dans le sens des progressistes. Parce que, pour moi, un progressiste, c'est un homme de gauche. Merci. Merci beaucoup, Pierre Moscovici, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Perrine. Bonsoir à tous. Et la semaine prochaine, notre invité sera un réformiste, le même sénateur maire de Lyon, Gérard Collomb. À la semaine prochaine.